L'image contraste avec les tensions entre l'Iran et les États-Unis. À Istanbul, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont affiché leur bonne entente en inaugurant le Turk Stream, le gazoduc qui va permettre d'alimenter en gaz russe la Turquie et le sud de l'Europe via la mer Noire. Malheureusement, dans cette région où nous nous trouvons, nous voyons la situation s'aggraver alors que la Turquie et la Russie montrent un exemple tout à fait différent, un exemple de coopération. Avec cette poignée de main, les deux chefs d'État ont-ils scellé une alliance, un pacte de non-agression pour mieux peser sur l'échiquier international. Les deux hommes partagent les mêmes rêves de puissance, la même défiance aussi envers l'Europe. Ils s'affrontent cependant sur deux dossiers, à commencer par la Syrie. Vladimir Poutine est le parrain russe du régime de Damas. Il soutient Bachar al-Assad, à qui il a rendu visite hier encore. Nous devons continuer la guerre pour sauver le monde du danger du terrorisme. La relation entre le dictateur syrien et le président turc est plus conflictuelle. La Turquie exige la fin des bombardements sur la population civile à Idlib. Autre zone de friction, la Libye, où Recep Tayyip Erdogan a commencé à déployer des militaires. Ankara, qui lorgne sur des zones maritimes riches en hydrocarbures, soutient le gouvernement de Tripoli en conflit ouvert avec le maréchal Haftar, épaulé lui par des mercenaires russes. Un imbroglio libyen qui inquiète des Européens rétrogradés au statut de figurants. Nous demandons que cesse l'ingérence extérieure qui s'est accrue ces derniers jours. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan sont-ils en train de devenir les nouveaux maîtres du Proche-Orient? Peuvent-ils s'unir pour affaiblir l'Union européenne? Avec quelles conséquences sur les questions de terrorisme et d'immigration? On va voir ce que vous en pensez tous les trois. Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir. Vous avez publié mon dictionnaire géopolitique, on le voit derrière moi, aux presses universitaires de France. Je résume votre position sur ce débat. Poutine et Erdogan partagent une posture vis-à-vis de l'Occident, selon vous, mais ne sont pas d'accord sur le fond. Face à eux, l'Europe est impuissante du fait de ses divisions. À côté de vous, Ariane Bonzon, bonsoir, journaliste, spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Votre ouvrage « Turquie, l'heure de vérité » est paru aux éditions Empreinte. Vous estimez que la Turquie et la Russie ont une revanche à prendre sur l'Europe, notamment en Libye. Elles agissent donc en fonction de leurs intérêts et leurs intérêts sont différents des nôtres. Et à côté de vous, Kader Abderrahim, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, vous avez fait paraître aux éditions d'Erol géopolitique de l'État islamique et vous estimez que nous sommes dans une configuration où l'ensemble du monde arabe peut potentiellement imploser. L'Europe serait nécessairement impactée par cette situation si cela arrivait. On démarre le débat avec une question que vous avez sélectionnée parmi celles de nos internautes. Oui, Nadia. c'est une téléspectatrice qui nous a adressé cette question. La Russie et la Turquie profitent-elles, essayent-elles de profiter des tensions actuelles entre l'Iran et les États-Unis? Frédéric Ancel, est-ce que Poutine et Erdogan ont fait référence à ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Essaient-ils d'en profiter pour nous adresser un message? Et si oui, lequel? Alors moi, je ne pense pas, parce qu'ils ne sont pas assez unis pour ça. Je pense que jouer sur l'Iran de la part de ces deux partenaires, entre guillemets, et je vais vous dire pourquoi je mets des guillemets, je pense que ce n'est pas comprendre la situation. Nous avons affaire en Syrie face à des groupes djihadistes qui ont déjà frappé successivement la Russie et la Turquie dans les années 2000 et 2010. On a affaire à une vraie coopération, c'est pas faux. Mais dans le Caucase, qui se trouve juste à côté du Moyen-Orient, on a affaire à une alliance totalement divergente. La Russie soutient l'Arménie et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, ces deux États étant officiellement en guerre, d'une part. D'autre part, sur les questions gazières, dont on parle beaucoup en Méditerranée orientale, la Russie ne pourra pas ne pas être du côté de la Grèce et de Chypre, alliés traditionnels notamment sur la base d'une orthodoxie partagée, et d'Israël. De l'autre côté, la Turquie est évidemment vent debout contre ces trois nouveaux alliés. Et enfin, je pense qu'on a affaire vis-à-vis de l'OTAN et des Européens à une politique tout à fait différente. C'est-à-dire que Poutine souhaite casser réellement l'OTAN. L'Union européenne, c'est différent. L'Union européenne a une dimension essentiellement économique et commerciale qui ne gêne pas forcément. Et c'est un débouché, un partenaire très important. L'OTAN gêne beaucoup plus Poutine, bien évidemment, tandis que Erdogan, lui, il dirige un pays qui fait encore partie aujourd'hui de l'OTAN. Trop de points de désaccord pour afficher un front. Beaucoup de désaccords. Alors, il y a beaucoup de désaccords, donc vous avez l'air d'évoquer une sorte d'alliance de circonstances, mais quand même, il y a eu l'inauguration de ce gazoduc, il y a un intérêt commun et c'est le chiffre du jour. Exactement, 31,5
21,5 milliards, car le gazoduc Turk Stream, inauguré aujourd'hui par Poutine et Erdogan, permettra d'acheminer chaque année 31,5 milliards de mètres cubes de gaz russe vers la Turquie. Au-delà de renforcer l'amitié entre Moscou et Ankara, l'autre finalité de cet immense tuyau est d'alimenter l'Europe du Sud en gaz russe. Alors, est-ce que ces deux puissances, Ariane Bozon, sont en train de lier leur destin économique et géostratégique à travers ce projet pharaonique, ou est-ce que ça n'est qu'une alliance de circonstances, comme disait Frédéric Ancel, et que les désaccords sont trop nombreux? Je pense que cette dimension, effectivement, énergétique est très importante. Et comme Frédéric Ancel l'a dit, c'est aussi une réponse, enfin, ce qu'il y a par derrière aussi, et ce qui se passe en Libye est aussi une réponse à cet accord entre Grèce, Chypre et Israël autour de Chypre. D'accord. Où il y a eu des forages, pour un accord énergétique, un accord énergétique qui met en fureur Erdogan. Et s'il est allé effectivement conclure des accords avec le chef du gouvernement d'accord national en Libye, il a conditionné, si vous voulez, son soutien militaire à un accord sur les frontières maritimes, de telle sorte qu'il y a une zone d'exclusivité économique pour la Turquie et pour la Libye ensemble, qui recouvre cette zone sur laquelle Israël, Chypre et la Grèce fortent. Le projet Medstream, le projet d'acheminement de gaz. Voilà. Et ça, c'est très, très important pour comprendre aussi la démarche de Erdogan. Donc c'est très important, cette dimension. Vous savez que le rêve turc, c'est d'être un hub énergétique. Voilà, ça c'est. Et donc là, Israël, les Grecs et les Chypres lui ont un peu coupé Oui, Kader Abderrahim, qu'est-ce qui les rapproche, la Russie et la Turquie? Quels sont leurs grands intérêts communs? Ils ont des points de vue convergents sur la question libyenne. Mais sur le fond, ils sont totalement divergents, puisque Vladimir Poutine combat, il participe de cette campagne internationale depuis 2001 contre le terrorisme, alors que Erdogan est plutôt un soutien assez proche du courant des frères musulmans. Et donc, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose qui les rassemble, mais sur la question libyenne, je crois qu'ils sont globalement d'accord, même si aujourd'hui, y compris sur la Libye d'ailleurs, on peut trouver des points de divergence, puisqu'il y a des mercenaires qui viendraient d'Ukraine, qui sont aux côtés du maréchal Haftar, qui est l'homme fort du pays aujourd'hui, puisqu'il contrôle environ 80% du territoire, si ça n'est plus, avec la chute de Sirte la nuit dernière. Et de l'autre côté, Erdogan, lui, se drape dans la légalité internationale en disant, écoutez, il faut être cohérent, puisqu'on prétend tous qu'on soutient le Premier ministre Sarraj, alors il faut vraiment le soutenir, et moi je le fais. Donc il y a un terme d'affichage, c'est clair que Erdogan veut jouer les opinions publiques arabes, j'ai envie de dire, pour faire un peu rapide, contre l'aspect rapport de force qui lui est clairement défavorable, parce que, y compris les voisins de la Libye, ne sont pas du tout favorables. Qu'est-ce que vous entendez par les voisins interviennent au Maghreb notamment. C'est quoi les voisins de la Libye? Notamment l'Algérie, c'est au pays auquel on pense, puisqu'il y avait la visite avant-hier à Alger du Premier ministre Sarraj, et les Algériens ont clairement dit, le président de la République nouvellement élu a clairement dit qu'il voyait d'un très mauvais œil l'intervention turque, l'immixion turque dans cette région du monde. Dans cette région. Alors vous venez d'évoquer la personnalité du maréchal libyen Haftar, homme fort pour le moment, comme vous l'avez dit. Thibault Nolte, de façon satirique, lui prend le bâton. Regardez son portrait donc. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Khalifa Haftar, 76 ans, maréchal, solution, problème libyen. Je suis Khalifa Haftar, ex-kadhafiste, badass, combattant le gouvernement d'accord national de Fayez Sarraj et ses islamistes de Tripoli. Je suis un sauveur. Chef, lui, il est reconnu par la communauté internationale. Moi, j'ai des vrais amis. La Russie me fournit en sniper, le Soudan et le Tchad en mercenaires, les Émirats en drones, la France en missiles, ou en cas d'attaque cérébrale ou cardiaque en séjour hospitalier. Égyptiens et Saoudiens sont aussi très amicaux. Et grâce à tous ces copains, je gagne du terrain. Avant-hier, j'ai même conquis la ville de Sirte. Là où Kadhafi s'était caché dans un canal de drainage, avant d'être lynché. Ah, ça m'a foutu un coup. Un ancien camarade qui se fait lyncher, ça fout toujours un coup au moral, chef. Non, un coup de vieux.
Hein, Kadhafi, je l'ai aidé à renverser le roi Idriss Ier en 69. On était BFF. Il me fait colonel, m'envoie en formation en Russie, puis en guerre au Tchad. Mais t'as l'âge commun. T'es capturé, Kadhafi est humilié. Il te laisse crever. Au Tchad, je prépare ma vengeance contre ce chien de Kadhafi avec les Américains. Mais t'as l'âge commun, un nouveau régime tchadien arrive, pote de Kadhafi, il te vire. Tu t'installes en Virginie en face du QG de la CIA où tu rumines ta vengeance. Retour au bercail en 2011 lors de la Révolution. Je tente un putsch en 2014, le 14 février. Oui, tu exiges la suspension du Parlement. Mais t'as l'âge commun, et il se passe rien. On en parle comme du coup d'état de la Saint-Valentin du général à la retraite. Oui, mais maintenant j'ai la baraka. Je vais enfin contrôler ce foutu pays. Maréchal, j'ai des doutes. Pas à cause de ta coalition improbable de kadhafistes associés à des islamistes anti-Daesh, anti-Al-Qaïda, ni à cause de l'arrivée des Turcs, mais... Oui, je sais. J'ai l'âge commun. Merci Thibault Nolte. Anne. Oui, Ariane Bonzon, vous évoquiez que la Russie et la Turquie avaient une revanche à prendre sur le dossier libyen vis-à-vis des Européens, de l'Europe. Quelle est cette revanche ? De l'Europe et même des Nations Unies pour ce qui concerne Poutine. Poutine a très mal accepté, il s'est abstenu lors de la résolution en 2011 des Nations Unies et si vous voulez, il a considéré que le vote qui avait été voté au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, avait outrepassé l'action qui avait été prise avait outrepassé le vote. C'est-à-dire qu'en fait, on avait liquidé Kadhafi alors que ce n'était pas ce qui était prévu. Et ça, il en veut, depuis 2011, énormément au camp occidental. Il a l'impression d'avoir été trahi. Pour ce qui concerne Erdogan, au départ, il a été extrêmement prudent. Il était plutôt, attendez, Kadhafi, il ne faut pas y toucher, etc. Parce que les intérêts économiques turcs en Libye sont énormes. Vous savez, il y a à peu près 120 000 Turcs qui sont déployés dans le monde arabe. Un quart l'étaient en Libye. Il a fallu exfiltrer 18 000 Turcs en 2011, justement, parce qu'il y avait des risques, il y avait 20 milliards de dollars d'investissement, etc. Donc ça, c'est la raison aussi. C'est plutôt ça, si vous voulez, économique et puis politique pour l'un et pour l'autre. Vous voulez rajouter un truc ? Et puis un projet politique, ou de plus en plus politico-religieux de la part d'Erdogan, c'est la reconstitution d'une forme d'empire ottoman. Et ça, si vous voulez, ça pose problème pour pratiquement tous ses voisins, ça pose problème pour la Russie. Et aujourd'hui, le fait qu'il cherche à intervenir militairement en Libye, où il n'a pas grand-chose à faire quand même, relève là aussi de cet agenda qui, encore une fois, inquiète, y compris des amis traditionnels de la Turquie. On évoque les tensions turco-russes ou russo-turques en Syrie, Nadia, avec vous, avec un conflit qui bat toujours son plein, puisqu'un nouveau bilan de la guerre en Syrie a été publié samedi dernier, le dernier daté de mars. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 380 000 personnes, dont plus de 100 000 civils, ont été tués depuis le début de la guerre en 2011. Des millions de personnes déplacées, et rien que pour les 2 dernières semaines de décembre, plus de 235 000 personnes ont dû quitter leur foyer en raison des combats dans le nord-ouest du pays. La région d'Idlib, notamment, est massivement bombardée par le régime et également par la Russie. Ça, c'est pour l'ouest. À l'est, c'est Ankara, on le sait, qui était à la manœuvre. 2 mois après le début de l'offensive de l'armée turque contre les Kurdes, on peut le dire, les Kurdes sont clairement mis en déroute. Il y a une tentation, à un moment donné, on en avait parlé ici, de se rapprocher de Bachar al-Assad, qui était considéré comme le moindre mal à ce moment-là. Ça n'a pas du tout empêché l'exode de 300 000 personnes. Les rêves d'indépendance des Kurdes semblent désormais bien loin. Et puis, évidemment, Donald Trump a réagi à la situation à l'est et à l'ouest de la Syrie, comme souvent sur Twitter, avec cette phrase: la Russie, la Syrie et l'Iran tuent des milliers de civils innocents. Ne le faites pas, avant de saluer la Turquie qui, je cite, travaille dur pour stopper ce carnage. Parlez-en aux Kurdes. Kader Abderrahim, est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie et à la Turquie pour ramener l'ordre en Syrie et puis également pour combattre les terroristes, parce qu'il y a évidemment toujours ce dossier-là? Il faut d'abord avoir un tout petit peu de mémoire et se souvenir que les positions d'Erdogan et de Poutine ne sont pas les mêmes, y compris sur le dossier syrien. On se souvient que M. Erdogan, contraint et forcé par le réalisme politique, avait dû finalement oublier et abandonner un peu ses amis islamistes pour soutenir, si j'ose dire, Bachar al-Assad. Donc, y compris sur cette question-là, ils ont des intérêts, mais divergents. Mais ils font contre mauvaise fortune bon cœur l'un et l'autre, parce que l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre. Et ça ne peut pas durer... Sur le dossier syrien en particulier ? Oui, parce que
il me semble, si on élargit un tout petit peu la focale et qu'on prend, y compris sur la question libyenne, où là aussi ils sont à la manœuvre l'un et l'autre, on voit que, y compris sur le dossier libyen, ils ont des intérêts qui sont assez divergents. Et pourtant, ils sont présents parce que, conjoncturellement, cette alliance leur permet de manœuvrer et d'être présents sur un terrain dont ils avaient été quand même assez expulsés depuis 2011 et la guerre franco-britannique. Oui. L'une des hypothèses, c'est que Erdogan essaye, a vu que ça ne marchait pas si mal avec la Syrie, non pas qu'ils sont d'accord, mais qu'ils ont réussi à faire ce processus d'Astana. Et l'une des hypothèses, c'est qu'ils veulent faire la même chose en Libye. C'est-à-dire faire un processus qui arrive à marginaliser les rebelles et les milices. C'est le pari très risqué, mais c'est le pari d'Erdogan. Oui, un mot et après vous, Frédéric Ancel. Oui, à ceci près quand même que sur la question libyenne, la Russie ne pourra rien faire sans l'Algérie, puisque l'ambition de Poutine, c'est de devenir une puissance navale dans toute la Méditerranée. Alors, il y a la fameuse base de Tartous dont on a parlé en Syrie. Maintenant, il est probable que Poutine va installer une base en Libye. Et puis, il y a l'Algérie, puisqu'il y a des accords qui ont été signés il y a quelques mois avec l'armée algérienne. Donc, et comme les Algériens ne voient pas du tout d'un bon œil l'immixtion turque dans la région, notamment du Maghreb, qui avait été jusque-là épargnée, il faut quand même souligner que depuis un siècle, toutes les résonances violentes sont d'abord venues du Proche-Orient. Le Maghreb est resté assez stable, relativement stable. Et là, c'est la première fois qu'il y a un étau qui est en train de se resserrer dans tout le monde arabe, avec l'Iran à l'est et la Libye à l'ouest, et qui pourrait provoquer une instabilité pour toute la Méditerranée. Frédéric Ancel, quant à la lutte contre le terrorisme, Daesh, l'État islamique pour le nommer, peut-on faire confiance, doit-on, relative confiance à la Russie et à la Turquie? Oui, pour imposer un ordre qui sera le leur. C'est-à-dire que chacun a son terroriste, en quelque sorte, et chacun a son antiterrorisme. C'est-à-dire que la Russie et la Turquie ont objectivement été frappées très durement, je le disais tout à l'heure, par des islamistes radicaux. Simplement, lorsque Daesh perpétrait ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité, le moins qu'on puisse dire est que la Turquie, qui partageait une frontière très importante avec les zones contrôlées par Daesh, laissait ces frontières extraordinairement poreuses. Lorsqu'il n'y avait pas du trafic d'armes et d'hommes. Ça a cessé au bout d'un moment, la Turquie. Ça a cessé, pourquoi ? Parce qu'on a fini par s'énerver. C'est-à-dire les Européens, les Américains aussi, ont fini par se fâcher. Bon. Et je voulais ajouter un point sur cette coopération entre la Russie et la Turquie. On est quand même sur une alliance, une coopération qui est bancale, parce que sur le ring, on a un poids lourd et un poids moyen. Je veux dire, aujourd'hui en Syrie, celui qui a gagné, c'est Poutine. Il a maintenu, et à force de bombardements aériens, Bachar el-Assad. Celui qui voulait la chute d'Assad, c'est Erdogan. Et Erdogan a échoué, comme il a échoué jusqu'à présent, depuis sa prise de pouvoir dans les années 2000, sur quasiment tous les théâtres d'opération qu'il a essayé d'investir. Faites-nous écouter Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui ne mâche pas ses mots quant à l'action de l'Europe dans la région. J'ai parlé à nos partenaires pour leur expliquer ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions et pour leur demander leur assistance. Franchement, les Européens n'ont pas été aussi utiles que j'aurais espéré qu'ils le soient. Les Britanniques, les Français, les Allemands, tous doivent comprendre que ce que les Américains ont fait a permis également de sauver des vies en Europe. Oui, Ariane Bonzon, c'est compliqué alors le jeu des alliances, parce que les États-Unis se retirent, semblent être de moins en moins nos alliés. Est-ce qu'il faut qu'on se retourne vers la Russie et la Turquie? Il faudrait d'abord qu'il y ait un front uni européen. Oui. Or, même l'Italie, si vous voulez, est du côté des Russes actuellement. Enfin, on est dans un... Là, alors, il y a quand même cette conférence de Berlin. Les Allemands essayent de faire avancer les choses. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. L'Union européenne a quand même dit son inquiétude, mais c'est vrai que là, on se dit ça va être comme en Syrie, quoi. C'est-à-dire qu'elle va être totalement impuissante, désunie, et c'est bien ça quand même le grand risque, quoi. D'autant plus qu'elle sera quand même... Alors là, la différence de la Syrie, c'est que là, on est en première ligne. C'est quand même de l'autre côté de la Méditerranée. Donc réfugiés, djihadistes, tout ça, c'est quand même des choses qui vont nous frapper encore plus rapidement, si je puis dire. Et c'est un levier, il faut quand même le dire, que et Poutine et Erdogan sont pas mécontents d'avoir contre l'Europe. C'est-à-dire qu'ouvrir les vannes des réfugiés, ils ont déjà... Enfin, en l'occurrence, en ce moment, c'est Erdogan qui tient le verrou, n'est-ce pas? Alors, pour l'instant, il tient le verrou. Et c'est vrai qu'on parlait d'Idlib en Syrie, il a quand même mangé son chapeau. Idlib, c'était la poche.
la poche, si vous voulez, de rebelles et de djihadistes, et il avait dit à Poutine, bon d'accord, là, on a un accord, moi, ne pilonnez pas, ne les bombardez pas, c'est quand même des gens, ouais. Et en fait, là, c'est l'une des raisons pour lesquelles il se transporte aussi sur le terrain libyen, c'est qu'il a mangé son chapeau en Syrie avec Idlib et qu'il ne peut rien faire. Même question sur l'attitude que devrait adopter l'Europe, Kader Abderrahim. Elle n'est pas seulement désunie, elle est divisée, elle est très divisée. On verra ce que donne le sommet des ministres des Affaires étrangères, la réunion des ministres des Affaires étrangères vendredi à Bruxelles, où on a inscrit enfin à l'agenda la question de l'embargo sur la vente d'armes. L'embargo sur la vente d'armes. On verra si les Européens parlent d'une même voix et s'ils sont capables de faire respecter cet embargo. On sait que... Sur quel embargo, pardon L'embargo sur les ventes d'armes. Oui. On sait que en Libye, voilà. Les Émirats arabes unis livrent beaucoup d'armes au maréchal Haftar. La Turquie à sa rage. Probablement à sa rage. Donc, à quel moment est-ce que les Européens peuvent mener une action s'ils ne sont même pas capables de faire respecter les résolutions des Nations Unies sur des choses aussi élémentaires que cette question? Parce qu'il n'y aura pas de solution militaire. Soit il y a une solution politique avec un compromis et avec tous les acteurs de cette crise et de cette seconde guerre civile qui a débuté depuis 9 mois maintenant, puisque l'offensive lancée par le maréchal Haftar n'aboutit toujours pas à la chute de Tripoli, soit les acteurs qui sont là n'arrivent pas à se parler et ils vont subir, continuer à subir les interférences extérieures et étrangères. Oui, Frédéric, on a l'impression quand même, quand on résume, qu'il y a des hommes forts et que l'Europe, là-dedans, est un nain. Comment on fait pour exister? Pas de projet. Oui, c'est un nain géopolitique. Un herbivore, pour reprendre une expression qu'on a entendue récemment. L'Europe a démographiquement, économiquement, en termes d'ingénierie aussi, militairement, absolument toutes tout les cartes pour être une très grande puissance, juste derrière les États-Unis et largement devant la Russie. Maintenant, si en amont de toute stratégie ou de toute tactique, il n'y a pas cette représentation commune de devoir jouer le rôle de la puissance globale, évidemment, on n'y arrivera pas. Parce qu'ensuite, la division plus ou moins importante ou la stratégie plus ou moins unie sur tel ou tel théâtre d'opération, ça, c'est en aval, c'est autre chose. Mais en amont, il faut déjà qu'on ait la volonté de jouer dans la cour des grands. Encore une fois, j'insiste, puissance globale. Pas que des carottes, mais des bâtons aussi. Et de ce point de vue-là, je dois dire que l'idée qui bat... Vous pensez qu'on n'a pas la volonté ou qu'on n'a juste pas les instances ou le fonctionnement? Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de volonté, donc pas d'instance. L'instance est extrêmement faible en matière d'affaires étrangères. Donc moi, je pense que l'idée, pas nouvelle, mais bonne néanmoins, d'Emmanuel Macron, consistant à dire, bon, on va faire l'Europe à 2 vitesses. Qui veut y aller ici? Qui veut aller en Afrique? Qui veut aller ici? Qui veut jouer ce rôle-là? Qui ne veut pas le jouer? C'est, à mon avis, un premier pas. Et je suis de ceux, rares, minoritaires, c'est pas grave, qui pensent que de toute façon, il est vraisemblable, surtout s'il est réélu, bien évidemment, que Trump cherche à casser l'OTAN. De ce point de vue-là, il faudra qu'on s'allie avec les Britanniques. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, une espèce de noyau dur autour duquel d'autres Européens... Et se défaire de la Turquie, donc sortir la Turquie de l'OTAN et s'allier avec le pays. Bien sûr, de la Turquie qui, pour l'instant, ne respecte pratiquement plus rien du tout, ni à la lettre, ni à l'esprit de ce qu'est l'OTAN. Bon, écoutez, c'est le mot de la fin. Merci à tous les trois. Tout le monde est un peu assis par votre audacieuse déclaration. Frédéric Ancel, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.